Alors, bonjour tout le monde. Nous voilà maintenant arrivés à ce webinaire. Hum, Veuillez noter que ce webinaire sera traduit simultanément et c'est pourquoi je vais m'adresser qu'une seule fois en anglais aujourd'hui à nos amis anglophones pour qu'ils puissent bien comprendre la fonctionnalité sur Zoom. Good morning, everyone. This whole webinar will be in French, but simultaneously translated into English. To activate the functionality on your computer, you need to click on the globe-shaped icon and then click on language of your choice, of course, which should be English. For those who have a smartphone or a tablet, you must first click on More, then on Language Interpretation, and then on the language of your choice. So thank you very much, everyone, for being with us today. And please note that those who are joining by phone only, you will not be able to activate the interpretation functionality. Thank you and have a great webinar. Alors, comme vous avez entendu au sujet du bon fonctionnement là, du webinaire, vous devez activer votre interprétation en choisissant la langue là, avec le petit globe et que vous sachiez, si vous avez un téléphone cellulaire, vous devez cliquer sur More, sur langue d'interprétation et puis après vous choisissez le français. Sachez que si vous avez besoin d'assistance durant la présentation, c'est important et surtout n'hésitez pas à communiquer avec Madame Naomi Mann via le chat qui se trouve dans votre barre d'outils. Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je me présente. Mon nom est Dominique Monchamp et je serai votre animatrice aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis la conseillère principale de la Fondation de Gaspé-Beaubien et d'Aquaforum. Ce webinaire est d'ailleurs organisé par la Fondation de Gaspé-Beaubien et par Aquaforum. Aujourd'hui, nous avons scindé en deux nos interventions. Il y aura un webinaire ce matin qui traitera de l'Agence canadienne de l'eau et la province du Québec. Nous tenterons de mettre en évidence le rôle et les fonctions prévues pour cette nouvelle Agence canadienne de l'eau. Et on tentera aussi de découvrir la position de certaines organisations québécoises et internationales sur la mise en place de l'Agence canadienne de l'eau avec leurs recommandations. Dans l'après-midi, nous aborderons le rôle de l'Agence en matière de sensibilisation des Canadiens aux enjeux de l'eau. Pour ces webinaires, que ce soit ce matin ou cet après-midi, on souhaite d'abord vous informer sur la mise en place de l'Agence canadienne de l'eau, mais surtout écouter et rendre compte des différentes recommandations qui seront énoncées aujourd'hui durant ces webinaires. Revenons donc à notre webinaire de ce matin. Et concernant vos questions, alors il y a plusieurs participants, on est au-dessus de 200 participants ce matin, donc à la suite des énoncés des panélistes, j'animerai moi-même la période de questions. Alors, je vous invite tout au long de ce webinaire à écrire vos questions dans la fonctionnalité Q&A de votre Zoom qui se retrouve dans votre barre d'outils. Je vais essayer de résumer et de regrouper l'ensemble de vos questions dans des sujets pertinents et je les poserai moi-même aux différents intervenants. Comme je vous ai dit tantôt, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à demander à Naomi Mann via le chat privé. Elle va tenter de vous guider du mieux possible. C'est important que vous sachiez qu'on va prendre de notes toutes vos questions, même si je ne les pose pas parce que je ne pense pas que je vais pouvoir poser 200 questions, mais on va prendre note de toutes vos questions qui vont être incluses dans le Q&A et on va les intégrer dans le rapport des faits saillants qu'on va écrire sur ce webinaire.
Alors, j'invite les panélistes et conférenciers à se préparer et sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre panéliste débutant. On débute évidemment par Monsieur Francis Scaparleggia, qui est député du Lac-Saint-Louis. Depuis 2011, il est président du Caucus libéral national. Il siège actuellement au comité de l'environnement de la Chambre des communes. Monsieur Scaparleggia a fait de la protection de l'eau douce au Canada une de ses priorités personnelles. Il nous parlera aujourd'hui de l'engagement de son gouvernement face à la création de l'Agence canadienne de l'eau. Alors, Monsieur Scaparleggia, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je crois que tout, sur le plan technique, là, tout est en place. Et puis, tout d'abord, j'aimerais remercier la Fondation de m'avoir invité ce matin pour parler de mon sujet préféré, qui est l'eau au Canada. J'ai pu constater à travers les années, en œuvrant dans le domaine de l'eau, que la communauté des parties prenantes, la communauté des intervenants en matière d'eau au Canada est assez restreinte, mais très importante et très dynamique. Et on peut dire que sa mission est vraiment de l'actualité et vraiment de l'heure à ce stade-ci de l'histoire environnementale, si vous voulez, avec les changements climatiques et tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. Alors, pour mieux situer l'Agence canadienne de l'eau, je crois qu'il faut retourner un peu en arrière. L'Agence représente en quelque sorte un dénouement, un point culminant d'une discussion, surtout au sein des gouvernements, des législatures, parmi les parties prenantes du domaine de l'eau et le public qui s'est amplifié au fil des ans, je dirais depuis les années 80 et débutant surtout au moment du premier traité de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. À l'époque où l'on négociait ce traité de libre-échange historique, la préoccupation de beaucoup de Canadiens et de Canadiennes était que l'on serait tenu sous les dispositions du traité de libre-échange canado-américain un jour d'exporter notre eau en vrac vers notre voisin du Sud afin de satisfaire sa soif grandissante et, semble-t-il, insatiable. D'ailleurs, dans les années 50, on avait déjà soulevé la possibilité, sur le plan technique d'ingénierie, de pouvoir réaliser une telle dérivation. L'idée du projet d'ingénierie ambitieux appelé le Grand Canal, visant à transporter l'eau du Grand Nord canadien vers les États-Unis, avait de quoi inspirer tous hommes et femmes dits modernes qui rêvaient de projets de société qui étaient vraiment à la mode à cette époque. L'idée a même refait surface brièvement sur la place politique québécoise dans les années 80. On se souviendra peut-être que Robert Bourassa, qui avait été élu premier ministre du Québec en 1970, en promettant de créer 100 000 emplois en développant nos ressources hydroélectriques, ce qui lui a mérité le sobriquet Bob le Job, avait soulevé à nouveau l'idée d'exporter notre eau en vrac à travers d'un livret publié dans le cadre de sa campagne pour reprendre les rênes du Parti libéral en 1985. Cependant, depuis, les gouvernements ont adopté des lois et des politiques pour, heureusement, tuer cette idée dans l'œuf. Je soulève cet exemple parce que, à part un tel enjeu à caractère sensationnel, facile à saisir dans l'imaginaire, l'eau est une question difficile à communiquer dans un langage politique simple et consommable pour des fins électorales. Ce qui rend l'eau difficile à emballer et à vendre à titre d'enjeu, c'est sa complexité à plusieurs égards. Tout d'abord, il s'agit d'un enjeu
scientifique, qui va au-delà d'une simple question de conservation ou de recyclage. Deuxièmement, il y a une grande complexité au niveau des juridictions qui s'entrecoupent lorsqu'on parle de l'eau. Par exemple, l'eau relève des provinces qui en ont la juridiction première, évidemment, des municipalités qui gèrent l'eau sur une base quotidienne à travers les opérations de traitement, d'usines de traitement des eaux usées et de filtration de l'eau potable. L'eau relève aussi des organismes de bassins versants qui veillent à la bonne gestion des écosystèmes aquatiques. Ça relève aussi à un certain niveau des Nations unies qui se penchent depuis assez longtemps sur la place en droit international du droit humain à l'eau. Et même si l'eau est une juridiction proprement dite provinciale, le fédéral dispose quand même de plus de 20 ministères dont une partie des responsabilités touche cette ressource d'une façon ou d'une autre. Je donne en exemple Environnement Canada, évidemment, Pêche et Océan, Santé Canada, qui s'occupe, comme vous savez, de recommander des normes en matière d'eau potable, Transport Canada, qui a la responsabilité des eaux navigables, Ressources naturelles, qui s'occupe à analyser nos réserves en eau souterraine, Service aux peuples autochtones, c'est évident, qui a un enjeu face à l'eau potable en réserve, infrastructure et collectivité. D'ailleurs, j'étais à une annonce dernièrement à l'usine d'épuration, de filtration Atwater avec la ministre McKenna. On faisait l'annonce de sommes assez importantes pour des infrastructures en eau potable à Montréal. Affaires étrangères et développement international, bien, je viens de parler de l'enjeu du droit humain à l'eau qui se discute au niveau international, mais aussi, évidemment, comme on le sait, le Canada est très impliqué dans les pays en voie de développement à financer des projets afin d'alimenter les communautés locales en eau potable. Innovation et développement économique est un autre ministère dont les interventions peuvent venir soutenir le domaine de l'eau à travers sa politique industrielle. Et Services publics et approvisionnement Canada, qui, lorsqu'on veut construire, par exemple, une usine d'eau potable en réserve autochtone, bien, c'est le ministère là, qui se charge d'accepter comment dirais-je, les soumissions pour de tels projets. Alors, il y a trop de leviers à manier en la matière pour permettre à un seul gouvernement de régler ou de vider la question, comme par exemple en fiscalité, où on peut souvent apporter une solution à un problème à travers un simple crédit d'impôt ou une subvention quelconque. Oui, les gouvernements peuvent poser des gestes afin de viser une problématique quelconque en matière d'eau, mais aucun gouvernement peut faire tout ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité hydrique. La question est tout simplement trop vaste. Elle demande l'implication de trop d'intervenants travaillant individuellement en recherche scientifique, à développer des technologies, à produire et à offrir des produits et services, y compris des services d'ingénierie, à gérer des cours d'eau, à nettoyer des berges, et j'en passe. Il y a tellement d'intervenants qu'on ne peut tous les connaître. On ne peut tous les rassembler sous un seul parapluie. Et tous ces intervenants œuvrent à leur façon dans le but d'assurer notre sécurité hydrique, ici chez nous, mais aussi en dehors de nos frontières, comme j'ai mentionné, dans les pays en voie de développement. C'est comme s'il y avait une main invisible qui guidait tous les efforts de part et d'autre, un peu à l'instar du marché libre en économie.
Les gouvernements peuvent encadrer ces efforts et doivent le faire, mais le tout est une tâche complexe. Et les tâches complexes exigent collaboration et partage de connaissances et de données. Les scientifiques ont toujours bien compris ça, les gouvernements peut-être moins. On parle souvent de stratégie nationale de l'eau. D'ailleurs, on en fait mention dans le récent discours du trône. Il faut cependant, selon moi, nuancer cette idée pour bien comprendre ce qu'une stratégie nationale de l'eau veut dire en pratique. Il est impossible d'englober à l'intérieur d'une soi-dite stratégie nationale tous les éléments auxquels on doit s'adresser pour assurer notre sécurité hydrique. C'est tout simplement trop vaste et varié. L'eau est un domaine où il faut prendre des petites bouchées ou des petites gorgées plutôt. Il ne faut pas essayer de boire le gallon d'un seul coup. De toute manière, il y a beaucoup d'éléments qui ne relèvent pas d'une seule juridiction, comme j'ai mentionné plus tôt. Selon moi, l'Agence canadienne de l'eau entend encourager une meilleure collaboration au sein de l'appareil fédéral elle-même. Le but de l'Agence, encore selon moi, est de servir d'outil bureaucratique et organisationnel pour effectuer un ménage dans l'appareil fédéral, pour créer, entre autres, des vases communicants entre ces plus de 20 ministères dont j'ai parlé il y a un instant. L'Agence permettra de redécouper certaines unités au sein de ces ministères pour les reconfigurer dans un ensemble plus logique pour soutenir les interventions du gouvernement fédéral en matière d'eau, là où il en a la responsabilité, c'est-à-dire au nom d'une politique d'eau fédérale plus efficace. En même temps, l'Agence pourra servir de point de chute, de plaque tournante, si on peut dire, pour les diverses autres juridictions et pour l'éventail de parties prenantes et de chercheurs et peut-être même pour l'industrie des équipements et du matériel de système d'eau. L'Agence ne sera pas construite en une seule journée. Elle ne sera pas érigée d'un seul coup. Plutôt, l'Agence doit être d'abord une pierre angulaire, un point de départ et ensuite prendre forme graduellement. On parle ici d'une réforme bureaucratique au niveau fédéral, une sorte de réorganisation au sein d'une partie de l'appareil fédéral. Toutes réformes bureaucratiques sont forcément difficiles et doivent se faire soigneusement. Entre autres, il y a toujours un risque de résistance au sein de la bureaucratie même. Mais cela étant dit, c'est bien le moment opportun. Parce que qui parle de changement climatique ne peut éviter de parler de l'eau. L'eau, c'est en effet là où le bas blesse en termes de changement climatique. Vous savez, les émissions de gaz à effet de serre, on ne les voit pas, elles sont invisibles, mais les changements climatiques se manifestent plus concrètement dans les impacts sur nos cours d'eau, dans les sécheresses ou comment dirais-je, les floods, les inondations qu'on vit, qu'on a vécues ici dans ma région où je représente à la Chambre des communes pendant les 2 ou 3 dernières années. L'Agence aidera tous les paliers de gouvernement et tous les intervenants à composer avec les impacts des changements climatiques sur notre ressource la plus précieuse. L'idée d'une agence vouée à la problématique de l'eau s'impose dans le contexte actuel. Le moment est venu. Comme j'ai mentionné, ça va prendre forme, selon moi, assez graduellement. Je sais que le ministère, le gouvernement fédéral est en train de consulter les parties prenantes. Malheureusement, on a dû mettre un frein à ces consultations en raison de la pandémie, mais je crois qu'il est très prometteur que
le gouvernement ait mis dans le discours du trône une référence à cet objectif qui est de créer une agence canadienne de l'eau. Alors, l'idée va bon train. Évidemment, il y a eu des ralentissements en raison de la pandémie, mais le gouvernement s'est réengagé à travers le discours du trône d'avancer dans ce dossier. Alors, je pense que ça résume plus ou moins ma façon de voir les choses par rapport à l'agence et par rapport à ce dossier très, très important, surtout dans les temps qui courent, qui est l'enjeu de l'eau douce au Canada et en fait partout dans le monde. Personnellement, je prône l'idée de faire de l'eau un pilier supplémentaire à notre politique étrangère. Je crois que le Canada est une nation où l'eau figure grandement dans son identité nationale vis-à-vis des autres pays, et je pense qu'on devrait faire de l'eau une priorité sur le plan international dorénavant. Alors, merci de votre attention et j'anticipe avec beaucoup de plaisir répondre à vos questions plus tard. Alors, merci beaucoup, Monsieur Scaparleggia. Je pense qu'on en sait maintenant un petit peu plus sur le contexte de la mise en place de l'Agence canadienne de l'eau. Et cela met vraiment la table à nos prochains intervenants. Donc, Monsieur Scaparleggia, je vais vous demander de désactiver votre caméra et nous allons céder la parole à Monsieur Jean Cinq-Mars. Alors, je vous présente Monsieur Cinq-Mars, qui est coprésident du collaboratif Grand Lac Saint-Laurent. Il a été commissaire au développement durable du Québec de 2009 à 2016. Il a effectué de nombreuses vérifications sur une grande variété d'enjeux environnementaux. Il est présentement consultant international en environnement, en développement durable et en audit de performance. Il va nous parler aujourd'hui de l'importance d'une gouvernance innovante de l'eau en 2020. Alors, Monsieur Cinq-Mars, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Monchamp. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Fondation de Gaspé-Beaubien pour supporter l'initiative pour le webinaire et la consultation. Je remercie également M. Scaparleggia de nous avoir fait une excellente présentation sur le contexte politique, le contexte de gouvernance qui entoure les questions de l'eau. Je crois que nous en savons beaucoup plus, mais ce que j'ai trouvé fort intéressant, c'est qu'on a définitivement un intérêt très marqué par rapport à mettre en place une nouvelle gouvernance de l'eau, une gouvernance qui correspond aux besoins du 21e siècle. Et ça me donne l'occasion de vous présenter les résultats d'une consultation que j'ai menée avec mon collègue Gordon Miller pour la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, une consultation qui a duré en théorie 18 mois, mais qui a duré peut-être près de 2 ans, mais qui avait pour objectif d'identifier des mesures pour s'attaquer à des enjeux, mais également pour proposer une gouvernance de l'eau tout à fait moderne pour les deux grands écosystèmes, celui des Grands Lacs et du Saint-Laurent, mais également pour les 2 provinces qui sont les plus habitées au Canada. Alors, qu'est-ce que c'est le collaboratif Grand Lac-Saint-Laurent? Tout d'abord, le mot le plus important, c'est le mot collaboratif. Alors, vous voyez les photos devant vous, c'est des photos qui illustrent un peu les personnes qui ont été à peu près les plus actives dans le domaine. C'est des personnes qui ont été très impliquées dans l'élaboration de solutions pour les problèmes qui touchaient les Grands Lacs, pour les problèmes qui touchaient le Saint-Laurent, mais également un panel d'experts qui guidait la recherche, qui guidait les consultations, qui testait certaines hypothèses pour arriver avec des recommandations qui sont les plus pertinentes. Alors, de l'exercice qui a duré 18 mois que je vous mentionnais, on a dégagé 30 recommandations. Il y a eu 27 recommandations qui touchaient des points plus techniques et scientifiques dans la partie Grand Lac et la partie Saint-Laurent, mais également 3
recommandations qui étaient plutôt des recommandations de gouvernance. Alors, lorsque je parle de collaboratif, j'attire votre attention finalement sur le texte à droite, quand on voit 70 rencontres en ligne, 220 participations en ligne, 5 webinaires et 225 participants qui ont été présents dans 2 sommets. Alors, il y a eu énormément de participation des parties prenantes, des experts. J'ai été étonné de la contribution très généreuse d'experts qui venaient de partout à travers les 2 provinces pour amener des solutions très concrètes. Alors, les grands thèmes. Tout d'abord, le thème des changements climatiques, comme le disait M. Scapaleggia, c'est un incontournable. C'est le thème à peu près le plus important dans le domaine de l'eau actuellement. Nous nous sommes concentrés sur l'aspect adaptation. L'aspect mitigation est un aspect complètement différent, mais puisqu'on traitait des 2 grands écosystèmes qui sont affectés à la fois par l'érosion des côtes, par des inondations, dans certains cas par des sécheresses, on s'est attaqué à la question de l'adaptation reliée au changement climatique. Le deuxième thème qui nous a préoccupés, c'était la question des plages et de la contamination bactériologique. Vous savez très bien que l'excès à l'eau est très important pour les citoyens du Canada. Lorsqu'on est obligé de fermer des plages parce qu'il y a des contaminations bactériologiques, ça a des impacts très importants au niveau économique, mais également au niveau social. Alors, c'est un point très important sur lequel on a mis quand même beaucoup d'attention. La question des nutriments, également une question très préoccupante, comme vous le savez. Nutriments dans les Grands Lacs, dans le Saint-Laurent, on retrouve même des zones d'hypoxie dans le Saint-Laurent parce qu'il y a des déficits d'oxygène qui nuisent à toute la faune et la flore dans ces régions. Alors, c'est un élément très important également du collaboratif. Enfin, toute la question des substances toxiques et des contaminants émergents a été une préoccupation majeure. On fait de plus en plus face à des problématiques de contaminants qu'on ne pouvait pas considérer. Dans les années 80 ou 90, on a mis en place des usines de traitement de l'eau qui ne sont pas capables de traiter ce genre de contaminants. Il faut trouver des nouveaux moyens. Et un des moyens qu'on privilégie, bien entendu, c'est le remplacement de substances pour faire en sorte que les substances toxiques ou des contaminants des denrées émergents ne se retrouvent pas dans l'eau. Alors, c'est une considération très importante du collaboratif. Alors, les 30 recommandations innovantes, tout d'abord, comme je mentionnais, on a fait un rapport sur les Grands Lacs qui a été produit en mai 2019 et on fait un rapport sur le Saint-Laurent qui a été produit en mai-juin 2020. Dans les 2 cas, la somme des recommandations, c'est 27 recommandations qui touchent chacun des thèmes que je viens de mentionner. Et ensuite, on a fait un 3e rapport. Un 3e rapport qui était dédié à la question de la gouvernance, parce que tous reconnaissent qu'on peut avoir d'excellentes recommandations et même une très bonne mise en œuvre de recommandations techniques ou scientifiques, mais si la gouvernance n'est pas appropriée, les efforts vont s'étioler et en peu de temps, les investissements ne rapporteront pas ce qu'ils devaient rapporter. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons produit 3 recommandations majeures pour une gouvernance innovante, pour résoudre l'approche qui est fragmentée, telle qui a été décrite par M. Scapaleggia, et finalement, qui nous permettrait d'accéder à une expertise qui est très dispersée. Contrairement à ce qu'on avait par exemple dans les années 90, alors que l'expertise était surtout au niveau des gouvernements. Maintenant, on retrouve l'expertise dans des centres de recherche, dans des universités, dans les ministères, dans les municipalités et même dans des centres de recherche financés privément. Donc, il faut maintenant avoir accès à cette expertise pour pouvoir mettre en œuvre les solutions les plus pratiques et celles qui nous donneront des résultats le plus rapidement possible. Alors, les recommandations sur la gouvernance. Tout d'abord, on a recommandé que le gouvernement du Canada, en collaboration avec les gouvernements du Québec et de l'Ontario, établissent les arrangements institutionnels qui étaient décrits dans notre rapport. Alors, c'est la première recommandation. On a fait des recommandations au niveau de la gouvernance et la recommandation clé, c'est que les 2 niveaux de gouvernement se réunissent pour établir les points les plus précis pour faire en sorte que
les recommandations additionnelles soient mises en place. Alors, si on regarde un peu les arrangements institutionnels que nous avons suggérés, tout d'abord, nous avons suggéré de mettre un groupe de travail interministériel pour vraiment s'attaquer finalement à la dispersion ou la balkanisation des expertises au niveau du gouvernement fédéral. M. Scapaleggia mentionnait qu'il y avait environ 20 ministères impliqués. Alors, si on rajoute les ministères provinciaux, si on rajoute les initiatives des organisations non gouvernementales, ça fait un nombre quand même impressionnant d'organisations impliquées dans l'eau. Souvent, il faut, comme disait M. Scapaleggia, il faut faire le ménage un peu, parce qu'avec le temps, les organisations se reproduisent et peut-être qu'il faut recadrer la gouvernance pour être de plus en plus efficace. Nous avons fait la recommandation d'un groupe de travail interministériel, mais de ce groupe, on aura aussi une commission de collaboration des Grands Lacs et du Saint-Laurent, c'est-à-dire une commission qui s'occuperait de la mise en œuvre des recommandations dans les Grands Lacs et une autre qui s'occuperait de la mise en œuvre des recommandations dans le Saint-Laurent. Alors, ce serait coordonné, ça serait supporté par un secrétariat. Et une des recommandations que nous avons faites, c'est que dans les objectifs ou dans les mesures qui ont été recommandées, on a suggéré que le commissaire à l'environnement et au développement durable fédéral s'occupe de faire une vérification de la mise en œuvre et des progrès réalisés face aux recommandations que nous avons suggérées. Nous avons aussi suggéré la mise en œuvre d'une organisation pour les Premières Nations, les peuples autochtones, pour les Grands Lacs et Saint-Laurent, pour qu'elle puisse nous apporter sa connaissance traditionnelle et également qu'elle puisse nous donner finalement une opinion sur la pertinence des mesures qui seraient mises en œuvre et qui pourraient toucher les peuples autochtones. Alors, si on regarde un peu plus bas, on a suggéré des équipes finalement pour s'occuper de la mise en œuvre pour la question des changements climatiques, des équipes pour s'occuper de la mise en œuvre pour les nutriments, les algues, la même chose au niveau pour la contamination bactérienne et les plages, et enfin pour la réduction de l'exposition aux problèmes toxiques. Alors, les expertises vont travailler avec les centres d'expertise vont pouvoir travailler avec des chercheurs, avec des experts qui vont provenir de différentes organisations pour faire en sorte qu'on puisse avoir accès au maximum d'expertise qui est présente sur le territoire. Alors, la recommandation clé également au niveau du financement, c'est que pour les Grands Lacs et le Saint-Laurent, nous avons recommandé que le gouvernement fédéral mette disponible une somme de 2,2 milliards sur une période de 10 ans. Ça fait 220 millions de dollars par année. Alors, si on regarde comment est-ce que ce budget pourrait être alloué, on aurait 875 milliards pour la question des changements climatiques, 593 pour les plages et la contamination bactériologique, 400 pour les nutriments et 261 pour les substances toxiques et les contaminants d'intérêt émergents. Alors, vous savez comme moi que le financement est essentiel pour arriver à mettre en œuvre et avoir une efficacité dans la réalisation des objectifs. Alors, c'est ce que nous avons évalué comme coût et c'est la recommandation de financement qu'on a communiquée au gouvernement fédéral. Ce qui m'intéresse dans le livre blanc concernant l'Agence canadienne de l'eau, c'est que tout d'abord, on a appris que finalement, il y avait une réflexion qui datait de plusieurs années au niveau du fédéral sur la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance de l'eau. Ce que nous avons fait au niveau du collaboratif Grand Lac-Saint-Laurent, ça a été vraiment de s'attaquer justement à des questions précises, mais également arriver avec des recommandations au niveau de la gouvernance. Alors, il y a un lien bien évident entre les initiatives Grand Lac-Saint-Laurent et l'initiative de remettre en un cadre de gestion pour la question de la gestion de l'eau au niveau du gouvernement fédéral. Alors, je pense que nous avons progressé peut-être de façon indépendante par rapport à l'initiative de l'Agence canadienne de l'eau, mais nous avons fait un exercice de réflexion qui est très cohérent par rapport à l'objectif que nous a été présenté ce matin. Alors, ce sont deux initiatives qui, comme j'ai déjà dit, s'imbriquent comme des blocs légaux. Alors, je pense que nous avons beaucoup de travail de fait. Nous avons un travail qui démontre que nous pouvons rapidement mettre des mesures en place et nous avons certainement supporté l'initiative du gouvernement fédéral dans la mise en œuvre
de l'Agence canadienne de l'eau. Alors, ceci conclut ma présentation ce matin. Bien entendu, je vais être disponible pour répondre aux questions ultérieurement. Je vous remercie beaucoup. Alors, un grand merci, M. Cinq-Mars, extrêmement intéressant. Je rappelle à tous nos participants, vous pouvez poser vos questions dans la section Q&A au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions pour M. Cinq-Mars ou vous avez des questions pour M. Francis Caparleggia, posez-les maintenant. J'en prends note et à la période des questions, on va tenter d'en poser le plus possible. Alors, maintenant, on fait place à l'allocution de M. Pierre-Yves Caux, qui est directeur des sciences et de l'ingénierie pour la section canadienne à la Commission mixte internationale. M. Caux dirige un groupe de scientifiques spécialisés dans les ressources en eau à la Commission mixte internationale. Il est aussi directeur des sciences et de l'ingénierie pour la section canadienne. Aujourd'hui, il nous fera part des recommandations de la Commission mixte internationale à l'Agence canadienne de l'eau. Alors, M. Caux, la parole est à vous. Bonjour, oui, j'essaie d'avoir le contrôle de l'écran. Là, en ce moment, je ne vois pas la petite flèche. Est-ce que j'ai le contrôle? Stéphanie, est-ce que j'ai le contrôle? Excusez-moi. Pouvez-vous changer mes diapos alors? Stéphanie, est-ce que tu nous entends? OK, parfait. D'accord, merci. Alors, merci beaucoup, Madame Monchamp, pour cette présentation. J'aimerais aussi de même remercier la Fondation Gaspé-Beaubien pour l'invitation sur ce panel aujourd'hui. Prochaine diapo. Bref, qui sommes-nous, la Commission? Je vais parler un peu des défis qu'on perçoit à la Commission, l'approche qu'on utilise pour la prévention et la résolution de conflits entre nos deux pays dans les eaux transfrontalières, et je vais vous donner quelques exemples qui pourraient être utiles à l'agence. Prochaine diapo. Nous sommes un organisme indépendant. Quand les États-Unis et le Canada nous demandent un avis, un conseil sur les eaux limitrophes, nous n'avons pas de parti pris. Les deux pays sont des partenaires égaux à la Commission. Alors, il y a deux documents principaux législatifs. En somme, le traité de 1909 et l'accord relatif à la qualité de l'eau des Grands Lacs de 1972. Prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons deux responsabilités principales. L'une d'elles, c'est la réglementation. Alors, à travers des ordonnances, nous réglementons les niveaux d'eau dans certains bassins versants transfrontaliers et aussi nous enquêtons sur des problèmes transfrontaliers à la requête des gouvernements. Ça s'appelle des renvois, en sorte. Nous faisons ça selon des principes fondamentaux, l'un d'eux. C'est pour la résolution de conflits vis-à-vis l'enjeu, nous sommes à la recherche de l'intérêt commun des intervenants. L'examen de données factuelles est naturellement primordial dans cette recherche d'intérêt commun. Et mon rôle à la Commission en tant que directeur de sciences et ingénierie est de maintenir cette crédibilité scientifique et cette excellence institutionnelle. Prochaine diapo. Nous avons 13 juridictions au Canada, différentes compréhensions, différentes priorités, différentes approches et mesures à ce qui a trait aux ressources en eau. Dans nos bassins transfrontaliers qui tendent à avoir plusieurs juridictions, c'est difficile de trouver des pistes de solutions. On n'est pas tous au même diapason. Et comme l'a été mentionné, avec les changements climatiques, ce problème-là est vraiment exacerbé. Nous constatons aussi que les prévisions aux inondations et sécheresses et la résilience des communautés pourraient être améliorées. Prochaine diapo. Alors, je vais vous donner brièvement, je vais vous présenter 7 exemples aux fins de discussion.
l'un d'eux. Le premier, la collaboration, l'harmonisation et le partage d'informations, les outils communs, un peu à propos des peuples autochtones, la gestion adaptée, les prévisions et l'innovation. Prochaine diapo. La collaboration. Au Canada, nous avons surtout une approche descendante. Et la CMI préconise une approche descendante et ascendante. Une approche ascendante est plutôt l'approche écosystémique, où on exploite les connaissances, les outils, les avis et les façons de faire locales et régionales. Prochaine diapo. L'harmonisation et partage d'informations. Un partage et une compréhension commune des données sont essentiels. Pour les données géospatiales hydrologiques, les bassins versants des États-Unis et du Canada ne concordaient pas. Ça veut dire qu'on avait des bassins versants qui arrêtaient à la frontière, puis il y avait d'autres démarcations au Canada ou vice-versa. Les rivières ne s'enlignaient pas. Alors, verticalement ou horizontalement, ne s'enlignaient pas. Alors, vous pouvez comprendre que c'est difficile de prendre des décisions quand la science n'est pas appropriée. L'agence pourrait jouer ce rôle dans l'échange et l'harmonisation d'informations. Prochaine diapo. Le développement d'outils communs. Avec les changements climatiques, tout devient plus complexe et on constate qu'on ne peut pas tout faire seul. Personne n'a les moyens, ni tous les experts. À titre d'exemple, on pourrait citer les efflorescences algales nuisibles. Ceci pourrait être un rôle important pour une éventuelle agence. Prochaine diapo. Le partenariat avec les Autochtones et l'intégration de leurs connaissances. Ceci est une priorité pour la CMI. Nous avons plusieurs conseils où est-ce qu'on a des membres. On essaie encore d'en recruter sur d'autres conseils. Ils sont en partenariat avec nous. On a plusieurs projets conjoints avec eux. L'agence pourrait devenir un organe d'habilitation pour s'assurer de bons partenariats qui incluraient les peuples autochtones. Si vous regardez à droite le bassin versant du lac Champlain-Rivière-Richelieu, on voit un peu leur occupation à 200 mètres des rives. Ils sont partout dans le bassin, mais à 200 mètres des rives. Puis ça, c'est pendant des millénaires. Ils ont beaucoup à partager avec nous. Prochaine diapo. La gestion adaptative. Il y a eu beaucoup de stratégies sur les changements climatiques, mais peu de cadres opérationnels. C'est-à-dire comment et quand agir face à l'incertitude. Pour bien rencontrer nos mandats dans la gestion des niveaux d'eau, nous avons développé un cadre opérationnel qui en sorte fait le suivi des vulnérabilités dues au changement climatique et nous avons lié ceci aux prises de décision. L'agence pourrait soutenir ce genre de cadre à long terme. Prochaine diapo. Les prévisions. Les changements climatiques se traduisent en événements extrêmes. On l'a entendu. Donc, plus d'inondations et plus de sécheresse. Une meilleure concertation sur les prévisions météorologiques et hydrologiques serait utile. Encore, l'agence pourrait favoriser une telle concertation. Prochaine diapo. L'innovation. Dans plusieurs de nos outils à la CMI, nous utilisons une approche intégrée. Cette approche établit les impacts environnementaux et sociaux liés au changement des niveaux d'eau. Alors, elle a été développée par Environnement Canada en partenaire avec la CMI et plusieurs autres. Cette approche est innovatrice. La seule en Amérique du Nord. On a fait nos recherches. L'agence pourrait aider à divulguer de telles approches qui seraient utilisées par une communauté de pratique beaucoup plus étendue, évaluée et maintenue. Prochaine diapo. Et en conclusion, l'agence devrait jouer un rôle catalyseur et coordonnateur.
Alors, on a entendu des ministères environnement, pêche, ressources naturelles, agriculture, agroalimentaire Canada, santé, transport, pour en nommer quelques principaux. L'agence devrait mettre l'accent sur la résolution de problèmes en enlevant les obstacles. Ce faisant, l'agence devrait développer les outils et des approches nationaux que les juridictions pourraient utiliser afin de mieux gérer leurs ressources en eau. Ceci met fin à ma présentation. En passant, les panélistes ne se sont pas consultés, mais je pense bien que nous sommes en accord sur la façon de procéder. Il y a certaines convergences qu'on a déjà vues. Et moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est de renforcer les points soulignés par M. Scarpa-Lagia et M. Cinq-Mars. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Co. Extrêmement intéressant. On va faire place maintenant à notre dernière panéliste avant la période de questions. Je vous présente donc Madame Christiane Pelcha, qui est avocate de formation. Madame Pelcha a une vaste expérience de leadership. En effet, elle a été l'une des plus jeunes femmes élues députées à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a également été présidente du Conseil du statut de la femme du Québec. Elle a été déléguée générale du Québec à Mexico et consultante sur les droits des femmes en Haïti, en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Depuis 2019, elle est la présidente directrice générale du réseau Environnement, le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, et elle discutera aujourd'hui avec nous de l'importance de parler d'eau. Alors, Christiane, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup Dominique Monchamp. Merci à la Fondation de Gaspé-Beaubien de nous réunir ici aujourd'hui. D'abord, mes notes biographiques parlent de moi beaucoup comme une avocate en droit des femmes, et c'est vrai, c'est ma formation et c'est mon rôle depuis que je suis dans tous les, probablement les fonctions que j'ai occupées, c'était, disons, une des constances, mais je dois ajouter quand même que j'ai été l'adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement lorsque j'étais très jeune lorsque je faisais de la politique, disons, de 89 à 94. Alors, donc, je connais bien les dossiers de l'environnement, mais aussi parce que chez Réseau Environnement, nous avons adopté une nouvelle vision il y a de cela un peu plus d'1 an qui vise essentiellement à devenir le catalyseur de l'économie verte. Et comme vous le savez, l'économie verte, c'est la bonne gouvernance, c'est l'économie sobre en carbone, mais c'est l'économie qui met l'équité aussi au centre, l'équité des citoyennes et des citoyens au centre du développement économique et donc de l'économie verte. Donc, mon expérience en égalité me sert quotidiennement. Alors, Réseau Environnement, c'est un réseau qui existe depuis près de 60 ans. Pour ceux et celles qui le connaissent bien savent qu'il est né d'abord de l'Association québécoise et technique de l'eau, l'AQTE, qui est un organisme qui était voué justement à la promotion de l'eau, de la protection de cette richesse. En 90, Réseau a fusionné avec un autre, c'est-à-dire l'AQTE a fusionné avec un organisme en matière résiduelle et c'est devenu Réseau Environnement. Donc, nous sommes évidemment très, je dirais, concernés par les questions de l'eau. Nous avons accueilli au Salon des technologies de l'environnement au mois de mars, juste un petit peu avant la pandémie. Nous avons accueilli le collaboratif Saint-Laurent et des Grands Lacs avec M. Cinq-Mars, bien sûr, Stéphanie et toute l'équipe pour leur permettre de lancer à notre Salon des Techs les résultats et leurs recommandations du collaboratif Saint-Laurent et des Grands Lacs. Et Réseau Environnement est fier de s'associer avec la mise sur pied de l'Agence canadienne de l'eau. Et ce, on va le dire, c'est peut-être un peu l'éléphant dans la pièce, malgré l'opposition avouée et énoncée du gouvernement du Québec. Non pas que je renie mes origines de député à l'Assemblée nationale du Québec, loin de là. Toutefois, il nous apparaît que l'eau n'a pas de frontières
et que la discussion sur l'eau et sur la protection et toutes les questions qui touchent nos ressources d'eau au Canada ne peut se limiter à une seule société, à un seul endroit, comme de toute façon le collaboratif l'a montré. Nous croyons que, bien que, effectivement, et Francis Scarpaleggia, que je salue, qui est un collègue qui était un collègue de mon mari, l'a dit, l'eau, c'est une compétence des provinces. La gestion de l'eau, c'est une compétence des provinces et le gouvernement du Québec le fait de manière pas toujours aussi extraordinaire qu'on le souhaite, mais remplit quand même son mandat. On va rappeler qu'en 2009, le gouvernement québécois a adopté une loi, la loi sur l'eau, qui réitérait que l'eau au Québec était du patrimoine québécois. Et le gouvernement du Québec a adopté, vient tout juste d'adopter une nouvelle stratégie québécoise de l'eau pour une meilleure gestion. Et nous sommes, nous, Réseau Environnement, associés à cette meilleure gestion de l'eau. Je pense qu'il y a moyen, en tout cas pour un groupe comme Réseau Environnement, de participer à la création de cette agence, tout en étant une organisation du gouvernement fédéral, du gouvernement central, et en y apportant le point de vue du Québec et en y apportant, oui, la vision du patrimoine de l'eau comme étant québécois. Je pense qu'on peut faire les deux, tout en étant d'accord avec l'objectif de se parler d'eau de manière plus large que chez nous. Alors, on n'a pas... M. Cinq-Mars a fait une belle présentation, M. Scarpaleggia aussi, M. Co aussi, que l'eau, bien, évidemment, ça n'a pas de frontières. Et les questions de l'eau, on parle des questions, des 5 thèmes que M. Cinq-Mars a mentionnés. Ce sont des thèmes effectivement fondamentaux, mais sur le plan international, il y a une chose qui... il y a une question à laquelle on devra sûrement être associé éventuellement, c'est la pénurie d'eau dans certains pays et la gestion, la piètre gestion de l'eau potable et de l'eau douce dans certains pays qui va revenir à l'ONU et certainement que le Canada et peut-être même le Québec auront tous les deux des choses à dire. Alors, Réseau Environnement tient à être partenaire de cette aventure qui dépasse les frontières. Et le gouvernement du Québec est bien au courant de notre participation et ça se fait en toute transparence. J'aime beaucoup quand je lis le document du gouvernement du Canada sur la création canadienne de l'eau, de l'Agence canadienne de l'eau, quand on parle de fédéralisme collaboratif. C'est un concept que j'aime beaucoup. Alors, j'espère que c'est ça qui se produira dans la création et dans le fonctionnement de cette agence, puisque, bon, en tout cas, que ce soit un petit peu mieux policé ou en tout cas plus collaboratif que ce qu'on voit les discussions, les dernières discussions avec les dépenses en santé, par exemple. Je pense que c'est toujours malheureux de faire de la partisanerie politique avec ce genre de sujets et j'espère que l'eau ne deviendra pas un des sujets de partisanerie politique. Alors voilà mon chapeau d'ancienne députée qui s'est exprimée. Alors donc, évidemment, assurer la sécurité, la propreté et la bonne gestion de l'eau, pour nous, c'est un objectif essentiel. Il y a des études aux États-Unis qui démontrent que la piètre qualité de l'eau ou les problèmes avec la qualité de l'eau aux États-Unis pourraient avoir un impact de jusqu'à 2% du PIB. Donc, on voit que ce problème de piètre qualité ou de gestion de l'eau comme telle peut avoir des impacts très importants sur l'économie. Alors, et nous, on l'a dit, on a déposé un plan vert dernièrement et on a démontré que les investissements en eau
serait aussi profitable que les investissements dans les infrastructures routières ou dans des infrastructures, les immeubles comme par exemple des écoles. Si on parle de retour sur l'investissement, on sait que quand le gouvernement veut relancer l'économie, on le fait souvent par la construction de routes, construction d'écoles, construction de centres d'accueil. En tout cas, c'est ce que nous propose le projet de loi 66. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'au gouvernement, c'est qu'investir dans nos infrastructures en eau, on pense que le retour sur l'investissement serait aussi important, sinon plus important que le 1,40-45 que l'on retrouve avec des investissements qui ne sont pas nécessairement des investissements verts. Nous croyons que les investissements en eau sont des investissements verts et au Québec, le ministère des Affaires municipales calcule que c'est 17 milliards de dollars de déficit d'investissement que l'on a, que l'on constate dans nos infrastructures en eau. Donc, assurer la sécurité, la propreté et la bonne gestion de l'eau, c'est un objectif que Réseau Environnement partage et c'est un objectif dont nous faisons de la promotion, je vous dirais presque quotidiennement. De même que renforcer la résilience au changement climatique, c'est aussi un objectif qui pour nous est fondamental. Et vous dire que déjà, nous avons suivi les traces du collaboratif Saint-Laurent et le Grand Lac. Nous avons créé un comité de travail chez Réseau Environnement qui est présidé par Jean Paquin, qui est, comme vous le savez, qui a participé au collaboratif aussi, qui est un des coprésidents. Et Jean Paquin qui anime et dirige ce comité, dont l'objectif est essentiellement de proposer au gouvernement de nouvelles mesures et de nouvelles politiques même publiques pour renforcer justement la qualité de notre eau et essayer d'avoir de meilleures infrastructures. Il y a d'autres exemples de vision plus large qui dépassent les frontières. Le collaboratif des Grands Lacs et du Saint-Laurent en est un, The Great Lake Restoration en est un autre, la commission mixte en est un autre aussi, puisque ça relie quand même nos deux pays. Il y a bien sûr la commission internationale, les commissions internationales de l'eau. Et si je ne me trompe pas, en tout cas, au moment où c'était l'entente de libre-échange, je pense qu'il y avait aussi le NAFTA, ça ne s'appelle plus comme ça, mais il y avait aussi des questions en discussion avec le Mexique et les États-Unis sur l'eau. Alors, bon, comme on a dit, les défis, les changements climatiques, les catastrophes naturelles liées à l'eau, la gouvernance fragmentée de l'eau. Mais un défi qui est transversal et qui se répète dans tous ces défis, c'est la santé des citoyennes et des citoyens et la santé de notre eau. Et donc, c'est vraiment un objectif sous-jacent qui nous tient à cœur. Alors, nous sommes d'accord avec le rôle de l'Agence canadienne de l'eau, de mobiliser les connaissances pour pallier les problèmes liés à l'eau, donc renforcer la gestion des cours d'eau transfrontaliers, améliorer la planification collaborative des bassins fluviaux. Alors, je vous ai déjà parlé de notre comité assainissement 2.0. Alors, on a mis ici l'exposition contaminant qui est devenue un enjeu de santé publique. Je ne sais pas si vous avez vu les reportages de découverte et avec un reportage français qui disait que nous sommes un peu plus fous avec les contaminants qu'on retrouve un peu dans l'atmosphère, un peu plus dans l'atmosphère et dans l'eau. Alors, effectivement, on comprend que l'exposition aux nouveaux contaminants devient un enjeu de santé publique énorme. Donc, on parle de 400 milliards de dollars par an qui est dû à la perte de productivité et des coûts de santé aux États-Unis. Donc, c'est aussi un enjeu économique, comme je vous le disais. Alors, donc, notre objectif, c'est de suggérer au gouvernement de moderniser, comment moderniser les installations de traitement des eaux usées, réduire la pollution diffuse en milieu agricole, quelque chose je vous dirais, dont
On ne parle pas assez et c'est pour ça que sur notre comité 2.0, nous avons une représentante, un représentant de l'Union des producteurs agricoles. Alors, donc, en résumé, si l'agence répond à l'objectif d'assurer la sécurité de l'eau, de favoriser les réflexions et les échanges à l'échelle des bassins versants, transmettre un héritage durable relatif à l'eau, on aura atteint notre objectif. Alors voilà, merci beaucoup. Je suis prête à répondre à vos questions si besoin il y a. Merci. Merci beaucoup, Christiane. Excellente intervention. Alors, j'inviterai tous nos panélistes à activer leur caméra et leur micro. Nous sommes maintenant en période de questions. Je dois aviser mes panélistes, j'ai reçu pas mal de questions qui, pour la plupart, je dirais, s'adresseraient à M. Scarpaleggia parce que tout le monde est extrêmement intéressé et veulent savoir qu'est-ce qui va arriver avec l'Agence canadienne de l'eau, à quoi ça va servir, quel type de juridiction, etc., etc. Alors, la façon dont je vais procéder, évidemment, l'Agence canadienne n'est pas encore en place. C'est un moment opportun pour nous de donner nos recommandations, de donner des pistes de recommandations. Sachez que tout l'extrait de ce webinaire, on va le faire parvenir aux élus et aux fonctionnaires visés par l'Agence canadienne de l'eau. Donc, je vais poser les questions, mais je vais demander à tous nos panélistes de donner leur point de vue sur les questions que je vais poser et ça va vous permettre de renforcer certaines de vos recommandations. Alors, allons-y avec une première question. Beaucoup de personnes m'ont posé la question sur le rôle des provinces vis-à-vis l'Agence canadienne de l'eau. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'éléments de juridiction qui est d'ordre provincial. Alors, quelles sont les intentions du gouvernement du Canada en matière d'échange avec les provinces? Et j'invite M. Scarpaleggia à commencer à répondre et après, je demanderai à nos panélistes quelles sont leurs positions face à cette question. Alors, M. Scarpaleggia. Bien, merci pour la question. Tout d'abord, je parle en mon nom personnel parce que je ne suis pas celui qui est responsable au niveau politique à la Chambre des communes. Je ne suis pas responsable de ce dossier en tant que tel, mais je travaille étroitement avec cette personne. Selon moi, donc vous posez la question à propos du rôle des provinces. Le rôle des provinces, pour l'instant, c'est de répondre au téléphone, dans le sens que le gouvernement fédéral va devoir consulter largement pour avoir le point de vue des provinces. Comme je vous dis, l'agence, c'est surtout l'intention, le but, selon moi, c'est d'aider à faire le ménage au palier fédéral. Et cette agence va devoir créer ses propres priorités. Et pour ce faire, elle va devoir avoir le son de cloche des parties prenantes, des intervenants, y compris des provinces, les municipalités. Alors, ces intervenants vont pouvoir communiquer quelles sont leurs priorités et si elles ont besoin d'un appui ou d'une aide quelconque au niveau technique, scientifique ou quoi que ce soit. Alors, c'est comme je vous dis, l'agence vise surtout à faire le ménage, à faire une consolidation au niveau fédéral, selon moi. D'accord, merci. Monsieur Cinq-Mars, est-ce que vous avez un mot à dire sur la juridiction fédérale versus provinciale en matière d'eau et comment l'Agence canadienne peut traiter avec les provinces? Oui, bien sûr. Oui, c'est bien entendu, comme M. Scarpaleggia disait, il y a quand même un ménage au point de vue administratif au gouvernement fédéral, mais je pense que les Canadiens s'attendent à des solutions pratiques, finalement. On peut certainement faire le ménage au niveau de la gouvernance, mais on a des problèmes réels au niveau des changements climatiques, au niveau des contaminants, comme c'est mentionné. Alors, les Canadiens veulent avoir des solutions. Si on regarde par le passé ce qui a le mieux fonctionné pour régler des problèmes d'eau,
Je me réfère au plan d'Action Saint-Laurent, au plan d'Action des Grands Lacs, au plan d'Action du Fraser. C'était des programmes qui ont été développés par le gouvernement fédéral en consultation avec les provinces. C'est des programmes qui ont amené du financement pour supporter des initiatives pour régler des problèmes de toxiques, des problèmes de biodiversité. Alors, c'est des programmes qui ont eu énormément de succès. Alors, le plan d'Action Saint-Laurent a eu beaucoup de succès au niveau de la biodiversité, beaucoup au niveau de la contamination industrielle. Alors, moi, je serais quand même surpris de ne pas voir des modèles qui pourraient ressembler à les modèles qui ont eu tant de succès par le passé. Alors, c'est un peu pour ça que dans le collaboratif Grand Lac-Saint-Laurent, on a proposé un modèle qui était différent, bien entendu, un modèle qui était plus moderne que ce qu'on avait, disons, dans les années 90, mais quand même qui reprenait une participation très active du gouvernement fédéral et du provincial, un financement important du gouvernement fédéral, parce que lorsqu'on regarde les initiatives dans le domaine de l'eau, si c'est par exemple, si c'est pour financer une usine de traitement d'eau potable ou d'eau usée, la contribution financière du gouvernement fédéral est très importante. Alors, moi, je pense que finalement, on va arriver à mettre en place des solutions qui vont être beaucoup plus modernes, mais qui vont être dans la continuité de ce qu'on a déjà fait, puisqu'on a eu des succès qui étaient remarquables. Merci beaucoup, Jean. Monsieur Coe, quelle est votre position par rapport à l'Agence canadienne de l'eau et les provinces? Je sais que la Commission mixte internationale se situe davantage au niveau inter-pays, si on veut, mais est-ce que vous avez une position par rapport aux provinces? Oui, c'est ça. J'ai parlé de participer aux communautés pratiques. Justement, avec les changements climatiques, on a dit que c'était multidisciplinaire, c'était complexe. On n'a pas nécessairement les ressources, chacun d'entre nous, chacune des provinces, pour tout régler à ce niveau-là. Alors, il faut établir des communautés pratiques au pays. La résilience, par exemple, est un exemple assez concret de ça. Le gouvernement du Québec, justement, avec ses plans là, des plaines inondables, a réouvert ses dossiers pour examiner ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Alors, justement, on est ouvert à... On ne peut pas faire tout seul. Je prends l'exemple de le lac Champlain, Rivière-Richelieu, où est-ce qu'on a une grosse étude internationale. Il y a un thème 3 là-dessus, c'est pour les premiers répondants, comment se préparer aux inondations. Et on a étudié toutes sortes de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de répondre aux inondations, incluant l'étude sur les assurances. Comment les États-Unis s'y prennent en point de vue d'assurance, comment on s'y prend, puis comment, c'est un détail, là, mais comment on pourrait mieux utiliser nos systèmes, nos régimes d'assurance en tant que résilience. Pour renforcer ce que M. Cinq-Mars disait aussi, le programme de la gestion optimale qui a été fait par Agriculture Canada dans le temps sur la gestion optimale des pratiques agricoles. Encore, au Québec, on parle de faire ça. On a certains fonds à allouer à ça, mais il y a plusieurs gestions optimales et c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble à travers le pays. Et justement, améliorer, bonifier ces programmes-là serait davantage, ça serait bénéfice à nous tous. Excellent, merci beaucoup, M. Coe. Madame Pelchat, Christiane, on a déjà entendu votre position, mais je vous donne la chance d'ajouter quelques mots si vous le souhaitez. Je pense qu'il y a là une occasion à ne pas rater de la part du gouvernement canadien. Même si, encore une fois, il s'agit de compétences du Québec, mais de prendre un rôle de leadership, particulièrement sur les réseaux transfrontaliers, comme par exemple le Saint-Laurent et les Grands Lacs. Et en tout respect, M. Scarpaleggia, oui, il faut faire le ménage du côté de tout l'appareil du gouvernement du Canada. Je pense que la loi n'a pas été revue depuis belle lurette. Je pense que ça vaut la peine de faire ça. Mais ce serait dommage que toutes les personnes qui sont en ce moment autour de la table, non seulement les conférencières et les conférenciers, mais les personnes qui participent, ne trouvent pas un peu de leadership sur le plan fédéral et
Je vais juste vous donner l'exemple de ce que M. Cinq-Mars demande, le 2 milliards de dollars par année, sur 10 ans, pour investir pour les recommandations du gouvernement du collaboratif. 2 milliards et demi de dollars, ce n'est pas beaucoup sur 10 ans. Et je pense que déjà là, il y a des pistes de solutions qui pourraient être déjà mises de l'avant et pour lesquels on n'aurait pas à attendre trop longtemps pour voir quelque chose de concret. Est-ce que ça va relever, pas l'exécution bien sûr, mais la recommandation, si l'Agence canadienne de l'eau faisait sienne les recommandations du collaboratif déjà, par exemple, bien déjà, on pourrait voir des actions concrètes. Et c'est ça que moi, les membres chez nous me disent souvent, « Ah, pas un autre comité. Ah non, pas encore un autre, je ne dirais pas une agence, mais un autre comité de réflexion ou un autre. » Non, les gens veulent voir de l'action en ce moment, notamment sur l'impact des changements climatiques sur l'eau et l'impact de l'eau sur les changements climatiques, vice-versa. Et ça, je pense qu'il y a là un filon qui doit être saisi rapidement par le gouvernement du Canada. Merci beaucoup, Christiane. Alors, une autre question au sujet des communautés autochtones. Alors, voici la question. Il serait intéressant d'avoir un peu plus de détails sur l'approche d'intégration des communautés autochtones à tous les niveaux de la démarche. Comment est-ce que dans vos différents plans à l'Agence canadienne de l'eau, vous voyez l'intégration des organismes et des organes autochtones, M. Scarpa-Leggio? Oui, effectivement, je suis d'accord avec l'idée d'un leadership fédéral, mais lorsqu'on parle de... Moi, la façon dont je conçois l'agence, c'est plutôt comme dans un rôle de plaque tournante, de conseiller, parce que les décisions par rapport au budget vont demeurer au sein des grands ministères comme infrastructure et collectivité, environnement, mais l'agence va servir d'expertise pour pouvoir conseiller ces instances vis-à-vis des investissements dont on a besoin urgemment, effectivement. Alors, c'est une plaque tournante et qui va devoir intégrer les points de vue d'une panoplie d'intervenants et de parties prenantes, y compris, évidemment, les peuples autochtones. On a pu voir que dans les provinces de l'Atlantique, on est en train de créer une instance pour la gestion de l'eau des communautés autochtones dans la région de l'Atlantique. Alors, ils vont se créer une expertise ou ils vont consolider une expertise et on verrait des liens étroits entre cet organisme, cette instance et l'agence pour des échanges de connaissances et de conseils qui, par la suite, informeront le ministère des Services aux Autochtones, par exemple. Alors, moi, je vois l'agence comme une plaque tournante et j'espère aussi qu'elle ne sera pas une agence en termes traditionnels où elle est complètement indépendante des priorités du gouvernement. J'aimerais que les priorités du gouvernement pourraient se traduire, pourraient influencer les travaux de l'agence. Pour pouvoir effectivement exercer le genre de leadership que Mme Pelchat et M. Cinq-Mars envisagent. Merci beaucoup. Monsieur Cinq-Mars, avez-vous, dans le travail que vous avez fait auprès du collaboratif Grand Lac-Saint-Laurent, avez-vous abordé la position des communautés autochtones dans la gouvernance? Oui, absolument. Dans le cadre des consultations qu'on a fait dans les Grands Lacs et dans le Saint-Laurent, on a toujours fait en sorte que nous puissions consulter les peuples autochtones. Nous avions sur le comité dans les Grands Lacs même un membre de communauté autochtone qui était très présent et qui nous a communiqué leurs préoccupations. Parce que, comme M. Coe disait, quand il donnait l'exemple sur le Richelieu, sur lac Champlain, les Autochtones ont été sur ces rives depuis des millénaires. Alors, ils ont une connaissance, ils ont un attachement émotif, un attachement culturel. Alors, il faut bien entendu les mettre à contribution et je dirais même les mettre à profit parce qu'on a certainement beaucoup à apprendre d'eux.
Alors, c'est absolument indéniable que la participation autochtone sera une participation très importante. Alors, si vous voulez, référez-vous au graphique sur les arrangements institutionnels que j'ai présentés. On a un comité autochtone pour aviser le comité fédéral, le comité canadien sur toutes les questions de gouvernance. Alors, c'est un incontournable à mon avis. Merci beaucoup. Monsieur Ko, lors de votre présentation, vous avez été assez clair sur la présence de plusieurs communautés et réserves autochtones dans la géographie ou la division entre les États-Unis et le Canada, et quelle est la position de la commission mixte et les recommandations que vous pourriez faire aussi à l'Agence canadienne de l'eau en matière d'intégration des peuples autochtones dans la gouvernance? D'accord. Premièrement, à la commission, nos conseils transfrontaliers, on a une communication régulière avec eux. On a des liaisons scientifiques et en ingénierie et aussi des liaisons, ça c'est des gens, en communication. Sur ces conseils-là, nous, en ce moment, on est en train de promouvoir la participation des peuples autochtones. Alors, on veut des membres de peuples autochtones sur les conseils. 2 fois par année, formellement, les conseils se rapportent à la commission et ils discutent avec les commissaires des défis, des enjeux. Alors, les peuples autochtones, il y aurait une communication continue avec les peuples autochtones. Ça, c'est important. Alors aussi, du fait qu'ils soient dans les conseils, ils participent, on a des programmes scientifiques, alors ils participent à ces programmes-là, ils participent à des projets. Ils ont leurs projets en partenariat, toutes sortes de permutations de projets. En ce moment, on est en train de développer un outil de vulnérabilité à leur site dû aux inondations. D'accord? C'est pour le lac Champlain, mais ça serait idéal que cet outil-là soit disponible à l'échelle du pays et l'agence pourrait jouer ce rôle-là à justement divulguer ces informations-là. Alors, c'est un peu ça. On croit que les Autochtones, comme M. Cinq-Mars le disait, ont beaucoup à contribuer, puis c'est ça, on les fait part de nos discussions formellement. Merci beaucoup. Madame Pelchat, avez-vous des choses à dire? Votre micro doit être activé. Me voilà. Alors, oui, effectivement, je pense qu'on peut dire que si on veut vraiment être en économie verte, l'équité sociale et la prise en compte des considérations des peuples fondateurs, des peuples autochtones, est fondamentale. Alors, je pense que déjà, l'Agence canadienne de l'eau, dans le document qui nous a été présenté, parle de l'engagement des peuples autochtones aussi. Je pense que c'est une considération fondamentale. Et j'ajouterais que j'aimerais remercier M. Scarpaleggia de son ouverture et vous dire que Réseau Environnement et je pense que tous les groupes qui sont ici sont très ouverts à appuyer le leadership du gouvernement du Canada là-dessus. Merci. Merci. Il nous reste 10 minutes. Il y a des dizaines et des dizaines de questions. Je ne pourrai pas toutes poser vos questions, mais je veux vous rassurer tout le monde en vous disant qu'on va prendre note de toutes les questions et elles feront partie du rapport de recommandation. Plusieurs questions touchent le financement. À toutes sortes de niveaux. Le financement des infrastructures usées. Alors, le problème n'est pas juste au Québec. Plusieurs provinces vivent avec le vieillissement de leurs infrastructures. Plusieurs groupes, des organismes à but non lucratif qui travaillent sur le terrain à bout de bras à essayer de consulter, sensibiliser les citoyens, etc.,
et tous travaillent avec très, très peu de moyens. Alors, les questions qui tournent autour du financement sont les suivantes. Comment est-ce que l'Agence canadienne de l'eau pourra soit coordonner ou soit bonifier le financement soit d'organismes intervenants dans le domaine de l'eau ou d'améliorer via les municipalités les infrastructures usées? Est-ce que le rôle de l'Agence canadienne de l'eau aura un rôle d'agent financier aussi, oui ou non? Et je vais demander aux autres après si vous avez des recommandations à cet égard. Alors, Monsieur Scarpaleggia, la parole est à vous. Oui, bien, je crois avoir un peu répondu à cette question tout à l'heure en disant que je ne vois pas l'agence comme un ministère là, qui va verser des fonds pour tel ou tel projet, parce que ce genre de décision va demeurer, selon moi, au sein des divers ministères, mais l'agence peut apporter et doit apporter une certaine expertise. Alors, si l'agence croit qu'il y a un besoin dans un domaine quelconque par rapport à l'eau, dans un programme quelconque, et que ce besoin-là est pas, qu'on n'a pas rencontré ce besoin-là selon les intervenants qui communiquent avec l'agence, bien l'agence aura un rôle de aviseur, si vous voulez, auprès des ministères concernés, mais aussi elle pourra apporter son expertise. En ce moment, je crois que Infrastructure et Collectivités Canada, c'est probablement de bonnes connaissances vis-à-vis des besoins en termes d'infrastructures usées. Mais vous savez, comme dans tous les domaines, il y a des innovations, il y a des nouvelles idées. Et je pense que ces nouvelles idées pourront passer à travers l'agence pour aller rejoindre les responsables des divers ministères. Merci beaucoup. Monsieur 5 mars, avez-vous des choses à dire sur le financement des initiatives au Québec et à l'échelle du pays? Bon, moi, c'est un complément d'information à ce que M. Scarpaleggia vient de parler, de nous communiquer. Si je prenais, par exemple, mon ancien rôle de commissaire au développement durable, lorsqu'on fait un audit de performance dans un ministère, ce qu'on recherche souvent, c'est un plan qui est basé sur une stratégie, une bonne stratégie, mais un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ce que je verrais comme un rôle de l'agence, ça serait pour l'agence de déterminer quelles sont les priorités et quelles sont les technologies à mettre en place. Si vous regardez le document du collaboratif, vous allez voir que finalement, on a proposé plusieurs initiatives qui s'étaient basées sur des nouvelles technologies, gestion de données, gestion de risques, nouvelles techniques pour déceler des polluants ou des espèces envahissantes dans les plans d'eau. Alors, il y a beaucoup de nouvelles technologies. Alors, il faudrait probablement que l'agence puisse faire une espèce d'ordonnancement de ces nouvelles technologies et de les approprier finalement avec les besoins d'infrastructure. Alors, je pense qu'en termes de plan d'action, si l'agence était en mesure d'identifier quels sont les problèmes, quelles sont les infrastructures à moderniser et de choisir ou de suggérer des technologies qui sont les plus appropriées selon nos connaissances scientifiques actuellement, je pense qu'on aurait un plan d'action qui serait pratique et qui nous permettrait d'avancer rapidement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Coe, avez-vous des choses à ajouter sur le point de vue du financement de certaines initiatives en matière de préservation ou de gestion de l'eau? C'est plus difficile étant une organisation indépendante internationale à répondre à cette question, mais j'ai dans ma carrière passé beaucoup de temps à Environnement Canada et autres ministères. Ça dépend, on dit que c'est en train d'évoluer, ça dépend des amalgames là, qui vont être faits, des négociations, des discussions, des pourparlers avec les autres ministères, qu'est-ce que l'agence va avoir l'air, comment elle va évoluer, qu'est-ce qui va être transmis, ou etc. Alors ça, c'est difficile à dire s'il va y avoir des argents, il va y avoir des transferts d'argent. Mais je prends un point que M. Scarpaleggia a dit, c'est que s'il y a des manques à gagner à quelque part, comme tout ministère, on va au Conseil du Trésor, on a un bon plan stratégique, etc. On fait une soumission au Conseil du Trésor et il y a une décision au cabinet là, pour avoir des fonds.
Alors, c'est de la façon dont le gouvernement fédéral comble les lacunes pour résoudre des problèmes. Puisque l'agence aura, selon ce que j'ai compris, un statut de ministère, elle pourra s'aventurer dans cette voie-là. Alors ça, c'est mon opinion personnelle, Merci. mon expérience. Merci. Merci beaucoup, Christiane. Alors, je dirais que, bon, en plus de ce que j'ai déjà dit sur le financement la proposition du collaboratif, je dirais qu'il ne faut pas aussi ignorer, et comme vous le faites actuellement, ignorer des groupes de consultation et des groupes de concertation comme le groupe, comme nous, Réseau Environnement. Nous avons des communautés de pratique particulièrement très fortes en nous avec les femmes et les hommes qui œuvrent dans ce domaine, autant du privé, parapublic et public. Et on s'est aperçu durant la COVID que n'eût été de ces communautés de pratique, on n'aurait pas pu appuyer les gens qui travaillent dans les usines d'assainissement des eaux du Québec, qui sont membres chez nous et qui sont déjà des communautés de pratique très, très, très aguerries. Alors, c'est une façon aussi de passer du bottom-up et du up-bottom, donc de faire le lien entre l'expertise du terrain et l'expertise décisionnelle. Alors, voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, beaucoup, Christiane. Alors, malheureusement, le temps est déjà écoulé. On termine ce webinaire dans 4 minutes à peine, le temps que je fasse un petit mot de conclusion. Premièrement, j'aimerais remercier tous nos panélistes. Un immense merci pour votre générosité, vos interventions qui étaient fort pertinentes et éloquentes. J'aimerais aussi remercier tous les participants à ce webinaire. On a été plus de 200 personnes. Ce webinaire, évidemment, n'aurait pas vu le jour sans l'appui de la Fondation de Gaspé-Beaubien et le support d'Aquaforum. En effet, la famille de Gaspé-Beaubien est très, très fière de s'engager dans la préservation de l'eau au Canada depuis déjà 5 ans. Ils ont fondé Aquaforum, qui est une organisation qui chapeaute l'initiative Aquahacking, qui est connue pour sa capacité à faire émerger des solutions technologiques aux enjeux de l'eau par les meilleurs talents canadiens. L'événement virtuel d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de webinaires initiés par Global Water Future. Vous pourrez retrouver sur le site web de Global Water Future tous les webinaires précédents avec les liens sur les différents sujets qui ont été abordés et les différentes recommandations qui ont été faites. Je tiens aussi à remercier la firme Éco-Gestion Solutions qui a coordonné la logistique de ce webinaire. Et finalement, un immense merci à l'équipe de travail qui a conçu et réfléchi le contenu de ce webinaire. Alors, je parle de Jean-Éric Turcotte de Stratégie Saint-Laurent, de Jean 5 Mars du collaboratif Grand Lac-Saint-Laurent, de Denise Cloutier du Centre d'interprétation de l'eau, d'Antoine Verville, directeur général du ROBVQ, de Jean Paquin, vice-président technologie chez Sanexan, et Stéphanie Allard, urbaniste biologiste associée chez Éco-Gestion. Alors, tel que promis, on va prendre toutes vos recommandations, qu'elles aient été écrites, vos questions, les recommandations des panélistes. On va en faire un document avec des faits saillants et on va le faire parvenir à tous les élus vous toutes, ceux qui souhaiteraient envoyer individuellement ou à titre d'organisation vos recommandations pour l'Agence canadienne de l'eau, vous pouvez aller sur la plateforme Place Speak qui a été mis de l'avant par le gouvernement du Canada, qui est dans les 2 langues, et vous trouverez le lien de cette plateforme dans le chat. Alors voilà, ceci me fait un webinaire. J'espère que tout le monde a apprécié. On se retrouve donc cet après-midi à 1h30 sur le même lien. Donc, vous recliquez sur le même lien à 1h30. On traitera alors de la sensibilisation des Canadiens aux enjeux de l'eau. Alors, merci beaucoup tout le monde et à tantôt. Merci. Merci.